Bonjour, bienvenue dans Ticosé. Aujourd'hui, je reçois Lilith, une militante anti-chlordécone et décoloniale. Merci Lilith d'avoir accepté l'invitation dans Ticosé. Merci beaucoup Keïsa pour l'invitation. On est vraiment touchés avec mon association d'être là aujourd'hui et on va causer. D'accord. Alors dis-moi, avant de parler justement de ton militantisme, j'ai envie de parler de ta formation. Tu changes un moment de voie, hein, tu décides de changer de voie et de reprendre tes études. Parle-moi de cette séquence de ta vie. Oh, il y a tellement à dire, mais on va essayer de raccourcir. Il faut savoir que à la base, j'étais auxiliaire de puériculture. Donc, j'ai fait les crèches, les maternités, les néonates, tous les lieux où on accueille la petite enfance. Mhm. Et j'ai fait ça pendant 13 ans. Et pendant ces 13 ans, je commençais un petit peu à me politiser. Et puis, je me disais, mais bon, peut-être que je ne suis pas vraiment à ma place. Ce n'était pas vraiment là où je m'imaginais finir ma carrière. Et c'est une amie qui m'a dit, mais écoute, moi je comprends pas pourquoi tu es encore en crèche. Quand on était au lycée, tu pouvais faire beaucoup plus et reprends tes études, passe ton bac. Mhm. Et j'ai découvert grâce à elle qu'il existait une possibilité en fait de reprendre ses études. Avant ça, je ne savais pas. Pour moi, une fois que tu as trouvé une voie, c'est la voie que tu gardes, quoi. Et puis ma mère était aussi auxiliaire de puériculture. Donc c'était un peu, ma mère voulait que je fasse ça, elle voulait que je fasse le même métier et j'avais suivi. Mais voilà, du coup, grâce à cette copine que je salue, c'est une sœur, hein, je lui fais un coucou, Safiatou, c'est à toi qu'on parle. J'ai repris mes études, donc j'ai passé un bac, un équivalent du bac, qui m'a permis après de postuler pour des grandes études. Et arrivé à l'obtention de ce bac, je me dis, enfin, Voilà. je suis maîtresse de mon destin, tu vois, je subis plus en fait ma vie. Et enfin, je décide de moi-même de ce que je veux faire. Mhm. Donc, je me suis dit, j'avais le choix. Et puis, je me suis lancée. Je voulais aller faire de la littérature appliquée, parce que j'aime beaucoup la littérature. Et puis, je me suis dit, mais tu te politises, tu as envie de faire avancer les causes pour la Martinique. Ça te tient à cœur, ça t'a toujours tenu à cœur, mais tu ne savais pas comment ça fonctionnait. Ma fille, va faire sciences politiques. Tu vas comprendre les cartes, comment le monde fonctionne. Eh bien, je fais mes vœux sur APB. Je suis prise sur 6 vœux et mon premier vœu, c'était de faire Panthéon-Sorbonne et je suis prise sur ce vœu. Exceptionnel pour moi. Je sors d'un milieu, merci. Je sors d'un milieu modeste. J'ai déjà 2 enfants à ce moment-là où je reprends mes études, 2 enfants à charge et j'ai pas de stabilité de logement. Donc, mais je me dis bon, on tente et puis on verra et ça a marché quoi. Donc en route pour les études. Licence de sciences politiques et puis master de sciences politiques en communication et pouvoir. Le master, j'ai continué grâce à une autre copine qui m'a dit, Adjara, qui si tu passes par là, je te fais un coucou aussi, qui m'a dit, t'arrêtes pas la licence, va au master et après, là, tu t'arrêteras. Et du coup, j'ai suivi les conseils des copines et puis ça m'a amenée où je suis aujourd'hui. Il y a des copines qui sont de bons conseils. Il y a des copines qui sont de bons conseils, effectivement. Pas toutes, mais il y en a. Quand elles veulent ton bien, elles te poussent toujours plus loin, tu vois. Donc, c'est comme ça que j'ai changé de voie. Et de la crèche, j'ai changé à toute autre chose, quoi. C'est vraiment un... Ouais, c'est un changement qui ne va pas dans ma continuité de carrière. Quand on voit sur mon CV, on peut se dire, mais attends, elle sort de crèche, elle a fait des petits boulots, j'ai travaillé à l'hôtellerie, j'ai fait du McDo, et là, maintenant, je suis collab, et voilà, donc c'est super. Donc quoi. tu es collab. Je suis collaboratrice parlementaire aujourd'hui, et juste avant, j'étais... auprès du président de la délégation aux Outre-mer. Exactement, auprès de Davy Riemann, président de la délégation aux Outre-mer. Et puis Félicitations. Merci, mais... mais merci. Et puis juste avant, j'ai travaillé pour Malcolm Ferdinand dans son équipe en sciences humaines et sociales sur le chlordécone dans le cadre du plan Chlordécone 4. Donc c'était une vraie consécration parce que je militais pendant mes études. Et puis de mon militantisme anti-chlordécone, j'ai pu avoir un poste qui concerne ce domaine et puis aller plus loin parce que là aujourd'hui en tant que collaboratrice parlementaire j'ai un pied avec les associations, un pied avec les institutions et puis j'essaie de faire pas mal le lien et je connais beaucoup de monde dans le milieu associatif donc là où je suis aujourd'hui je me dis enfin j'y suis parvenue avec beaucoup de difficultés mais j'y suis. Et qu'est-ce que tu te dis, qu'est-ce que tes amis te disent aujourd'hui quand ils ont vu que tu as eu le cours? Parce que c'est courageux de reprendre ces études, c'est pas évident, surtout avec 2 enfants. Qu'est-ce que tes amis, justement, tes copines hein, qui t'ont été de bons conseils, te disent qu'aujourd'hui elles voient que aujourd'hui que tu es collaboratrice parlementaire auprès du président de la délégation aux Outre-mer? Elles sont super fières. Elles me disent, tu vois, faut avoir confiance en toi, elles sont super fières et je les remercie parce que je me suis tellement limitée, tu vois, me dire non, je ne suis pas légitime à certaines choses. Et pourquoi c'est pas tu pour étais moi. limitée comme ça? Tu sais, les pensées qu'on intègre, qu'on en est depuis enfant. Ma mère est auxiliaire de puériculture
Et puis, Et même si c'était pas ce que tu avais envie de faire, tu t'es dit bon, voilà. Ben voilà, c'était pas ce que j'avais vraiment envie de faire. Et puis l'école aussi te poussait vers là, tu vois. Pourquoi à l'école, on t'a dit qu'il valait mieux Alors ouais, justement, en troisième, quand j'avais redoublé ma troisième, et dis-toi, j'ai redoublé alors que j'avais déjà mon brevet. Hein. Tu es née où? Je suis née ici, à Paris, 18e, et puis j'ai vécu toute ma vie en banlieue parisienne. Donc les zones d'éducation prioritaire, c'était là où j'allais à l'école, quoi, au collège, au lycée. Et puis au collège, dis-toi que j'ai redoublé ma troisième alors que j'avais déjà mon brevet des collèges. Je comprends pas pourquoi j'ai redoublé, mais j'ai redoublé. Et puis, arrivé au redoublement, j'ai mieux travaillé. Donc, ça fait que je pouvais décider d'aller faire une générale. Et la conseillère d'orientation a suggéré à ma mère que comme je travaille bien en biologie, que j'ai des bonnes notes en biologie, pourquoi je n'irais pas faire infirmière. Tu vois, toujours ces métiers voilà, où on te case un peu. Et ça m'a jamais intéressée, en fait, d'être infirmière. Moi, ce qui m'intéressait, c'est de faire de grandes études. Depuis toujours, j'ai voulu faire des études. Elle n'a pas dit médecin, quoi. Ah non, infirmière. Non, infirmière. Non, pas médecin. Ouais. Donc, et puis... ça m'intéressait de faire des grandes études. Je voulais étudier la philosophie. J'avais vu des reportages à la télé sur la fac de Lyon. J'avais vu le parcours de Aimé Césaire et de France Fanon. J'étais émerveillée. Les sœurs Nardal, je me dis, oh là là, des gens comme ça, j'ai envie de faire pareil, quoi. Et puis, c'est des gens qui ont été actifs pour notre communauté. Aujourd'hui, c'est notre fierté. Ils nous ont permis de nous délivrer de pas mal de mots MAUX. Et comme je disais, je commençais un peu à comprendre les choses, mais pas assez. Et je voulais faire ça. Et la conseillère a conseillé à ma mère et à moi que j'aille plutôt faire... Tu penses que c'est l'environnement dans lequel tu grandissais qui a fait qu'on t'a un peu dirigé vers... Je pense, parce que beaucoup d'élèves de ma classe, on nous dirige... on était beaucoup de personnes dites racisées, entre guillemets, même si le terme c'est pas le terme que je préfère. Mais puis très souvent, ces personnes-là, dans la génération 80-90, on te pousse toujours en BEP, CAP. Il y a pas de... Beaucoup se sont retrouvés dans des métiers qu'ils ne voulaient pas faire. Tous mes camarades de classe allaient en électrotechnique et ce n'était pas forcément ce qu'ils avaient envie de faire. J'ai même le souvenir d'un ami à moi qui était algérien d'origine. Ses parents étaient algériens, il s'appelle Samy. Et il était très bon en sciences. Et il voulait faire un bac S parce qu'il voulait faire ingénieur. Et les profs l'ont poussé pour qu'il aille faire BEP électrotechnique. Et heureusement... que ses parents ont appuyé pour dire qu'il est hors de question qu'il aille dans une voie de garage. Il est très bon à l'école, il aime ce qu'il fait, il veut faire ça. On l'envoie en seconde générale. Mais c'est des batailles et je ne suis pas la seule dans ce cas-là. Il y a beaucoup de gens de ma génération, 80-90, où, comme on nous appelle, on est la génération sacrifiée, où pour remplir des quotas, on te met dans des voies et puis voilà, et puis tu n'as pas le temps, en fait. Une fois que tu es dans ta vie de tous les jours, dans ton quotidien, tu as ton école, tu as ton diplôme, tu travailles, tu rentres dans la société active, quand tu es tout jeune comme ça, tu n'as pas forcément le temps ni l'envie de te poser sur les questions de société. Tu n'as pas le temps. En fait, tu es toujours dans l'urgence, tu gagnes pas assez, tu jongles entre deux factures, tu dois trouver un appartement. Finalement, en général, tu as commencé souvent une vie de famille, donc tu te retrouves avec des enfants très tôt aussi. Et ça te met dans quelque chose où tu penses que tu n'en ressortiras pas. Et moi, comme d'autres, c'est ce que j'ai cru pendant longtemps. J'ai envie de dire que c'est presque du déterminisme social, où tu viens d'une classe et puis on te fait reproduire la classe sociale à laquelle tu appartiens. On ne te permet pas en fait, de briser le plafond de verre. Et quand il y a cette possibilité, on ne te le dit pas explicitement que ça existe. Moi, c'est grâce à ma copine là, que j'ai pu me sortir de ça. Sinon, je ne savais pas. Et je me disais, je vais faire ce métier toute ma vie. J'ai aimé ce métier sur le tas. C'est vrai. J'ai aimé m'occuper des enfants et à leur apprendre plein de choses. On participe à leur éveil, tu vois. C'est quelque chose qui est magique. Mais à côté de ça, ce n'était pas ma voie. Et puis, oui, c'est-à-dire que c'est pas un métier que tu méprises, c'est juste que c'était pas ta voie, parce que c'est un très beau métier et toutes les femmes qui font ça, on les honore, quoi, je veux dire. Exactement, c'est ça, c'est un très beau métier et les femmes, il y a des femmes qui ont envie de faire ça, c'est vrai, et il y a des femmes il y a aussi ce côté-là où quand je commençais à reprendre mon bac, tu vois, je continuais à travailler en crèche et je trouvais qu'on était très souvent, les populations afrodescendantes, très souvent surreprésentées dans ces métiers. Et je posais la question, alors je ne sais pas si c'était des prémices de sociologie, mais je demandais très souvent aux femmes, mais pourquoi vous faites ce métier-là et pas un autre ? Et souvent, ce qu'elles te répondent, c'est que c'est un métier qui est facile d'accès pour nous, tu vois ? Et quand c'était d'autres personnes, ou par exemple des femmes blanches qui viennent travailler en crèche, ce n'est pas souvent le cas. Et quand elles sont en crèche, elles sont souvent directrices ou bien éducatrices jeunes enfants, elles font souvent ces postes-là. Et elles, je leur demandais, mais pourquoi vous êtes en crèche, qu'est-ce qui vous a plu ? Et très souvent, elles me disent, moi, je faisais telles études et puis finalement, j'ai eu envie de faire ça. Donc, tu vois, il y a un choix d'un côté et de l'autre côté, il y a plutôt, c'est ça, on a accès à ça, donc on prend.
Mais pour celle que tu appelles, entre guillemets, racisée, moi je vais Mm. dire noire, Mm. est-ce que elle se voyait pas directrice? En fait, elle faisait pas ça en disant ben, je vais être directrice. Ben, très souvent, c'est pas ce que j'ai Mais eu comme pourquoi? Est-ce que retour. c'est parce que est-ce que c'est elles-mêmes qui se sont mis ce plafond de verre Je me demande même, est-ce qu'elles-mêmes y ont songé déjà être directrice? Tu vois, c'est... Parce que quand on avait nos discussions entre collègues au moment du repas, je leur demandais, mais alors pourquoi tu fais ça et tout? Elle me dit, ouais, bah avant je faisais du ménage. Donc en fait, c'était pour elles, quelque part, elles avaient évolué. Oui, et c'est exactement ça. Et puis, tu sais quoi? Même en parlant avec toi aujourd'hui, ma mère aussi a commencé par le ménage. Et puis après, elle a vraiment voulu s'occuper des enfants. Elle a passé son diplôme d'État. Mais c'est vraiment, bah, tu vois, c'est souvent la petite case, la petite porte par laquelle tu rentres pour arriver à ce métier-là. Et je me demande finalement si... bon, aujourd'hui, la question elle reste en suspens. Est-ce que c'est des femmes qui, elles y vont parce que c'est accessible? Et c'est ce qu'elles m'ont dit très souvent. Mais est-ce que dans leur tête, elles avaient la vocation d'aller plus loin et de passer leur diplôme, de passer leur diplôme d'infirmière? Parce que pour être directrice en crèche, il faut avoir un diplôme d'infirmière et infirmière cadre en puériculture. Donc, je me pose la question. Aujourd'hui encore, ça reste en suspens, mais très souvent, de ce que j'ai vu, et j'en ai fait 13 ans quand même des crèches et tous les milieux de la petite enfance, et très souvent, c'est parce que ben, c'est un métier qui est facile d'accès. Et c'est là où on est surreprésenté. Il y a des personnes noires, il y a des personnes maghrébines qui travaillent là parce que c'est facile d'accès pour elles. Donc, et je pense que c'est des femmes aussi qui, si je le mets un peu, je la colle un peu avec ma situation, parfois, on n'ose pas en fait se dire qu'on peut faire autre chose ou qu'on est légitime à faire autre chose. Il y a des femmes qui se disent pas, ben, un jour je vais me lever, j'aimerais bien faire des études à être artiste ou tu vois des études de peinture ou de l'histoire de l'art ou des choses comme ça. Il y a plein de femmes qui pensent pas ça parce que soit elles savent pas que ça existe non plus parce qu'on ne le sait pas forcément. Et puis elles se disent pas, ben, c'est possible pour moi et comment je gagne ma vie avec. Alors, elles ne savent pas que ça existe. Parce qu'aujourd'hui, quand même, l'information, elle est facile d'accès. En fait, aujourd'hui, avec le digital, avec le web, enfin, l'information, je veux dire, elle est accessible à tous. Qu'est-ce qui fait, à ton avis, qu'est-ce qui fait qu'elles ne vont même pas chercher l'information? Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'elle n'est pas accessible. C'est comme quand j'entends les gens dire, c'est vrai que quand on parle de l'histoire de France, on ne trouve pas tout sur l'histoire afro-caribéenne et même à l'école. Parce que, voilà, ce sont ceux qui décident de nous apprendre certaines choses, ils prennent le pouvoir. Et voilà, c'est pour ça que c'est important. Après, on va parler du pouvoir. Donc, ils décident de ne pas nous apprendre ça, mais on a la possibilité d'aller le chercher, en fait. Oui. Est-ce que c'est l'environnement, les parents qui n'ont pas le temps parce qu'ils travaillent, ils font des métiers difficiles, ils rentrent, ils sont fatigués, donc ils sont plutôt là, comme tu disais, à subvenir aux besoins basiques de l'enfant, manger, payer son loyer, et donc ils oublient tout ça. Qu'est-ce qui fait qu'à un certain moment, on s'enferme et on se met seul le plafond de verre? Pourtant, on est dans une société, on est en France, les études... C'est gratuit, c'est vrai que voilà, après c'est gratuit, mais en même temps il faut acheter les livres, il y a beaucoup d'autres choses à côté. Mais qu'est-ce qui fait qu'il y en a qui s'enferment et qui vont pas chercher l'information? Est-ce que ça vient, encore une fois, de l'environnement familial? Je pense une partie de l'environnement et une partie aussi de la société qui ne met pas en lumière, premièrement, les parcours différenciés. Tu vois, c'est souvent des parcours linéaires où la personne elle est sortie au lycée, elle a fait ses études et puis les gens ne ressemblent pas. Les parcours qui sont valorisés, qui sont diffusés au grand public ne nous ressemblent pas. Donc les gens n'iront pas chercher quand ça leur ressemble pas. Tu vois, quand ils se sentent pas. Bah, je vais te donner un exemple très simple. Comme ça va parler à tout le monde aussi. Quand j'étais petite, je regardais le Club Dorothée. Et il y avait Hélène et les garçons, le miel et les abeilles et tout ça. Et je comprenais qu'en fait, ces gens-là étaient à la fac. D'accord? Et ben, pour moi, je voyais des jeunes qui allaient faire des études, mais pour moi, je me voyais pas faire ça parce que ça me jetait pas. Ben, pour moi, c'est pas accessible, quoi. C'est pas pour moi. On me montre pas moi. J'ai personne qui me ressemble. Et la seule personne qui me ressemble, c'est un monsieur qui est petit de taille et qui est en plus le clown du groupe. Donc, tu vois, la représentation aussi est très importante. Si tu veux qu'un enfant aille chercher, ben, il faut aussi qu'on lui montre qu'en fait, c'est possible, que c'est accessible. Est-ce que tu penses que ça a changé maintenant dans la représentation des séries, etc. Ouais, ça a évolué. Je trouve quand même qu'il y a une belle évolution. Il n'y en a jamais assez, parce que les gens, on trouve le moins de râler aujourd'hui parce qu'il y a de l'évolution. Mais je trouve que par rapport à ma génération et celle d'avant,
il y a une évolution dans la représentation. Aujourd'hui, je rencontre de plus en plus de jeunes qui font des grandes études, tu vois, qui viennent du même milieu que moi. D'accord. Et qu'est-ce qui fait que toi, alors bien sûr, donc tu reprends tes études. Donc aujourd'hui, c'est bien parce que c'est un beau message que tu transmets là. Et qu'est-ce qui fait après que tu deviens militante en fait? Parce que tu reprends tes études, c'était une chose, mais après le militantisme. Ben, ça a rimé avec. Je me suis dit, j'ai l'occasion de... Et le chlordécone. le chlordécone. Alors, le chlordécone, il faut rappeler que c'est un pesticide, donc je te laisse en parler. Le chlordécone, c'est un pesticide organochloré qui a été utilisé dans les bananeraies en Guadeloupe et en Martinique. D'ailleurs, il y a une bonne nouvelle aujourd'hui concernant le chlordécone. Oui, on a eu la loi qui est passée. D'accord, défendue par le député Elie Khalifé. Exactement. Voilà. Mais c'est une loi qui a été présentée par énormément de députés. Oui, totalement. C'est un combat de longue haleine. Ça fait depuis très longtemป์. Donc, le chlordécone, c'est cette molécule qui a été employée pour tuer le charançon noir du bananier, pour avoir une culture de banane et que ce ne soit pas abîmée par le charançon. Mais le chlordécone, c'est un organochloré qui a détruit, à côté de ça, l'écosystème tout entier, l'eau, le sol, par système d'érosion, la mer, toutes les crustacés qui vivent aux abords de l'île. Et ça a tellement détruit les sols qu'aujourd'hui, les sols sont contaminés. On avait tout découvert. Alors, pas tous les sols. Pas tous les sols. Beaucoup en Martinique et en Guadeloupe, surtout du côté de la Basse-Terre. C'est ça, c'est bien ça? Exactement. Pas tous les sols, mais c'est vrai que j'ai tendance à faire parce global pas tous les sols, voilà. Pas tous les sols contaminés, mais ceux qui sont contaminés, il y a une cartographie qui a été réalisée et puis on a découvert qu'en fait, c'est une molécule qui reste très longtemps, qui se détruit pas comme ça. Donc, on en a pour 700 ans. Et qui a contaminé tous les gens qui travaillaient. Exactement. Et pourquoi j'ai été sur ce combat-là? Alors, par rapport à mes études, je t'ai dit justement, j'ai enfin compris comment le monde fonctionne. Quand tu fais des études, surtout en sciences politiques, tu fais beaucoup tu fais de la sociologie, tu apprends les sociétés politiques d'autres pays, comment ça a fonctionné, le colonialisme qui fait partie de l'histoire mondiale d'ailleurs. Tu apprends en fait les logiques de domination, toutes ces choses-là, tu les découvres dans ces études-là. Et c'est en faisant ces études-là que je me suis rendu compte que, premièrement, j'étais très en colère parce que je me dis, on nous a volontairement écartés de ces études. Moi, je le vois comme ça. On nous écarte de ces études, comme ça, on ne prend pas conscience du monde qui nous entoure. Et ça reste toujours les mêmes personnes qui vont décider et qui ne connaissent pas nos réalités. Donc, on est dedans. Et je me suis dit, quand j'y étais, et d'ailleurs, je n'étais même pas la seule à avoir cette colère, on était toutes des femmes noires aux études et on disait mais attends, c'est quand même dingue qu'on nous empêche, pas qu'on nous empêche, mais insidieusement on te pousse vers une voie, donc tu prends pas le temps d'étudier ces textes-là, tu découvres des auteurs, tu découvres des théories, des notions, tout ça, et tu dis en fait le monde est fait de ça et toi on te met dans une case où tu vas travailler, tu vas consommer, tu vas produire de la richesse et c'est tout, basta quoi. C'est ça qui m'a mis en colère et cette reprise d'études-là, ça a été vraiment le pilier de mon militantisme. Et tu découvres le chlordécone? Et je découvre le chlordécone, l'ampleur du chlordécone pendant ces études. Parce que je suis martiniquaise, donc j'allais aux Antilles. Enfin, tu découvres le scandale du chlordécone. Exactement. Voilà. Pas le chlordécone, le scandale du exactement. chlordécone. Parce que, comme je dis, je suis martiniquaise, ma mère était martiniquaise. Et puis, on allait en vacances, on mangeait, tout ça. Et puis, on avait toujours des récits de ils vont aux bananes, ils vont travailler, il y en a qui sont malades, ils ont la prostate et tout, tonton à Parkinson. Mais tu sais, t'entends des trucs comme ça, mais quand t'es petit, tu fais pas encore le lien. Et puis, dans ta famille, on t'en parle pas. Ma grand-mère nous a jamais parlé qu'elle était peut-être empoisonnée parce qu'elle travaillait dans les champs de canne à sucre. Elle disait que le travail était dur, que voilà, elle allait en haillons à l'école, tout ça, les trucs des grands-parents. Mais jamais on te dit qu'il y a eu la grosse manifestation 74 qui a tué du monde. Moi, ma famille ne nous a pas appris ça, tu vois. Et c'est pas comme si la famille ne travaillait pas dans les bananes. On a à la maison, enfin dans ma famille, on a soit des petites fermes, soit des petits jardins, et on va travailler dans les plantations. Donc c'est des choses, qui sont pas dites. Et c'est quand je prends ce sujet du chlordécone à la fac qui est proposé pour la deuxième fois, ça je tiens à le signaler, ça a été proposé la première fois en 2021 et en 2022. Alors que le chlordécone, on connaît ce scandale depuis très longtemps. Donc déjà, tu te dis bon, il y a quand même un décalage. Voilà, mais on va pas rentrer sur ça parce que c'est l'objectif théorique de la fac. D'ailleurs, pour parler de ça. Ton militantisme va même à ce que tu fasses une marche. Est-ce que tu peux nous parler de cette marche que tu fais d'ailleurs avec ton compagnon? Oui. Ben justement, c'est par rapport à ce dossier de chlordécone, ce mémoire, j'ai rencontré des personnes, j'ai travaillé sur le sujet. Et puis, plus tu tires le fil, plus tu te dis, mais attends, mais c'est dingue, tu découvres un truc et puis tu découvres autre chose. Et en fait, tu te dis, mais c'est pas possible qu'on ne voit pas qu'aujourd'hui, le chlordécone, en tout cas en mon sens à moi, et là, je parle pas de ni mon association, je parle vraiment en mon nom. Pour moi, je vois ça comme la prolongation de l'esclavage.
la santé des personnes noires n'est pas importante. Il faut produire et être rentable. Et puis, s'ils sont empoisonnés, tant qu'on a de la banane et qu'on peut vendre des ponts, qu'on peut... Tais-toi. Voilà. Tu vois? Ouais. Donc, je me dis, plus tu tires, tu découvres ça, tu dis, ah ouais, quand même. Et puis, les gens, tu dis, comment que les gens ne font pas le lien? Ils s'arrêtent juste au truc pesticides. Mais derrière ça, c'est tout un peuple qu'on empoisonne. C'est des eaux qu'on contamine. C'est une agriculture diversifiée qu'on ne peut pas mettre en place parce que la banane prend quand même 30% de nos terres. Et la Martinique est petite. On a 1128 km². Hein. Donc, 30% de nos terres, ça représente 3 fois la ville de Paris sur la Martinique. Et quand j'étais petite, nous, on était dans le sud. Et de chez mamie, je voyais des étendues de plantes vertes. Et je me dis, tu sais, quand t'es petite, tu fais pas la différence. C'est pas que c'est des bananeraies à perte de vue. Tu te dis, c'est la forêt, c'est la nature et tout ça. En fait, c'est des plantations. Et tu t'en rends compte quand tu grandis. Tu te dis, mais en fait, quand je pensais que c'était ça, en fait, non, c'était que des plantations de monoculture. Et ça, à partir de là, ce mémoire-là, vraiment, il m'a mis... Honnêtement, Keiza, ce mémoire-là, il m'a bouleversée. Ça a été très dur psychologiquement. Et je me suis dit, non, je peux pas. Une fois que tu sais, tu ne fermes pas les yeux. Et c'est là où la marche est arrivée. Et je me suis dit... Alors, raconte-nous cette marche. Alors, j'ai découvert un jeune homme qui faisait des marches pour récolter des fonds pour creuser des puits en Afrique. Et je me suis dit, je voyais que les gens participaient, donnaient tout ça et tout. Et je me suis dit, mais attends, c'est super cette idée de récolter des fonds. Les gens regardent ce que tu fais, ta marche. Les gens saluent l'épreuve physique parce que marcher comme ça, on a fait 960 km d'où à où de Paris jusqu'à Toulouse, en passant par Nantes, par Bordeaux et finir à Toulouse. Et je me dis, bon, les gens, lui, il est parti de France, il est parti jusqu'en Algérie, donc il a fait beaucoup mieux que nous. Mais je veux dire, pour une première, et en un mois, je me dis, bon, s'ils arrivent à saluer ça, et sachant que le scandale du chlordécone est tel que ça va remuer les foules. Dans ma naïveté, j'étais persuadée que, purée, les gens se disent, ah ouais, c'est quand même grave, les gens sont en train de mourir pour qu'on mange de la banane, et nous... Il y a rien comme qui à l'époque se passe. Du sucre. Voilà, c'est ça. C'est pour manger du sucre. Exactement. Ils ont mis sucre, chocolat, café. Voilà. Et l'esclavage. Exactement. Voilà. Et je me dis, quand même, ça va remuer les foules. Donc, je dis à Chacha, c'est le chéri en question. Je dis à Chacha, tu veux pas m'accompagner? Viens, on fait une marche et tout. Et puis, on regardait le truc. Et il n'a pas hésité. Il m'a dit oui, ok. Il n'a pas hésité. Pourquoi? Parce que lui-même, il est ouvrier. Alors, pas agricole, mais il est ouvrier. Il a toujours lutté pour le droit ouvrier et le respect des conditions de travail. Et il trouvait ça aberrant de sa place d'ouvrier parce qu'il est même pas antillais, hein, Chacha, ni guyanais, pas du tout, rien à voir. Vraiment. C'est un bon caucasien d'ici. Ah ouais, c'est même pas un caucasien. Ouais, c'est un caucasien, mais il a un mélange très particulier. Il est algérien-irlandais. D'accord. Voilà, okay. donc... Donc pour te dire, c'est pas, on va dire que le chlordécone, ça le touche pas personnellement, mais ce qui le touchait, c'est de se dire, mais attends, c'est des ouvriers comme moi, je suis ouvrier comme eux. Comment se fait-il que eux ont des conditions comme ça? On les entend même pas. Surtout les Irlandais, quand tu connais l'histoire de l'Irlande. Voilà, tu vois. Et tu te dis, comment ça se fait qu'eux ont des conditions comme ça et que les gens n'ont rien à faire? Alors, ils ont les mêmes droits que nous, ils payent les impôts comme nous, et puis on les laisse comme ça. Personne ne se parle du chlordécone, on n'entend pas parler, il n'y a pas de fond, il y a des trucs faits des demi-mesures et tout ça. Et donc, il m'a dit, moi, au nom du combat ouvrier, moi, je trouve ça tout à fait normal d'être avec toi dans ce combat, et je ne vais pas faire que te supporter, je vais être là et on va marcher ensemble. Et donc, on a marché et on a fait cette marche. Et puis, ça a eu quelques retours dans la presse et on a eu quelques dons, pas assez à mon goût. Mais c'était la première marche. Et puis, on a fait une deuxième marche en 2025. Et là, cette deuxième marche-là, elle a pété le score. Mais elle a pété le score pour une raison qui est quand même assez incroyable. On a été invité à un festival. J'ai bien suivi ça. Voilà. Vas-y, raconte. Un festival, et le Festival des Résistantes. Et en fait, ce festival se déclarait festival écologique et décolonial. Et j'appuie sur le décolonial, hein, parce que Tala était belle. Donc, pour ceux qui comprennent, voilà, c'était quelque chose. Ouais. Et donc, on va à ce festival. Donc, la personne qui nous a invités franchement, le gars était un amour. Lui, rien à voir, il était super et tout. On est accueillis vraiment comme un cheveu sur la soupe déjà, alors qu'on est intervenant, qu'on fait un détour pour venir sur notre deuxième marche au festival, parce qu'on nous dit qu'il faut absolument parler du chlordécone. Parce qu'entre-temps, entre les deux marches 2022-2025, j'ai fait beaucoup de tables rondes, il y a beaucoup d'articles qui sont sortis, on a parlé, partout on a été toqué à des portes. Donc ça fait que petit à petit, les gens commençaient à se dire « Ah, Lilith et Chacha se posent ». Je te coupe, et ça, c'est vraiment important ce que tu dis, parce que souvent, les gens ne comprennent pas, la population ne comprend pas que pour que les députés au sein de l'Assemblée nationale gagnent un combat, il faut aussi que la population se mette
se mettent en marche. Il ne faut jamais se taire, il faut continuer le combat. Je te laisse... Oui, mais voilà. Tu as tout dit, et c'est exactement ça. Et c'est parce que vous avez été beaucoup de militants, parce qu'il y a eu les militants de la Martinique, il y a eu les militants de la Guadeloupe. Ce scandale a été dénoncé pour la première fois par Harry Durimel, qui est aujourd'hui maire de Pointe-à-Pitre. Et ça date. Exactement. Et les militants ont continué à se battre, à parler. Et c'est ce qui a fait qu'à chaque fois, un député est arrivé et a remis ça au goût du jour. Il fallait parler du sujet. Et aujourd'hui... Mais le truc qui me choquait, c'est que, tu vois, comme au temps d'esclavage, ce qui se passe dans les colonies, on n'entend pas parler en France. Non. Et je me suis dit, mais il n'est pas normal, et ça j'avais dit au président des ouvriers agricoles, mais il n'est pas normal qu'on ne soit pas au courant ici. Alors les gens mangent un produit, ils participent à quelque chose, ceux qui ne veulent même pas y participer, ils ne savent même pas, ils donnent de l'eau au moulin. Et tu sais comment ça se découvre qu'il y a du chlordécone en Guadeloupe? Non, en Guadeloupe, par contre, Pas en Guadeloupe, enfin en Martinique. Comment le scandale explose? Ah oui, mais justement, la seule fois où on a entendu parler du chlordécone en Martinique, et pour la première fois, alors qu'il y avait quand même eu, je t'ai dit, la manifestation qui a amené à la tuerie de personnes en Martinique, en 1974, c'est en 2002, où des patates douces chlordéconées arrivent au port de Dunkerque. Et puis, il y a un appel anonyme qui dénonce l'arrivage de patates douces. Mais tant que c'était aux Antilles, ça ne nous regarde pas, voilà. Et qu'on constate que cette patate douce est pleine de chlordécone. Elle est chlordéconée. Et que les hexagonaux ne peuvent pas manger ça quand même. Non, il ne faudrait pas les mettre en danger. Ouais. Donc laissons ça, j'allais dire un truc, mais bon, on ne va pas dire ça là. Mais laissons ça aux autres. Voilà. J'allais employer le mot d'Aimé Césaire. On est costaud quand même, on a passé la cale des bateaux, donc c'est pas une patate douce qui va nous tuer. Voilà, c'est ça, on aura la prostate et puis des cancers, mais ça va, on va résister. Ça va, voilà. Donc quand ça arrive au port de Dunkerque, là on se dit, toutes les sonnettes d'alarme et tout ça, machin. Et moi, quand je faisais ma revue de presse, justement, pour ce dossier de mémoire, je me dis, donc la seule fois, en fait, on en parle ici, c'est ça. Alors que j'avais trouvé des archives aux Antilles par rapport à la tuerie du Chalvet, où ils ont assassiné des gens, ils ont tiré à balles réelles, alors que les gens manifestaient, et c'était... Il faut que ça choque les gens, hein. Mais la manifestation qu'il y a eu en 1974, c'était la même temporalité que les grèves de l'amiante en France. Et en France, il me semble qu'on n'a pas tiré sur les gens à balles réelles. Là-bas, le préfet Orsetti a quand même dit quand les nègres auront faim, ils iront travailler. Et on leur tire dessus pour arrêter coûte que coûte cette manifestation. Comme les événements de mai 67 en Guadeloupe. En Guadeloupe, qui ont amené mai 68 en France. Mais dont on oublie de dire que la paternité-maternité est en Guadeloupe. Parce que sans mai 67 en Guadeloupe, il n'y aurait pas eu de mai 68 en France. Et ça, très souvent, on a tendance à l'oublier. Donc, beau rappel. Mais pour revenir justement à cette marche où tu vas rencontrer des défenseurs. Des grands défenseurs même. Mais on va dire oui, mais bon, il y a encore beaucoup de biais à travailler. Donc, on arrive à cette marche. Comme j'ai dit, on a fait plein de tables rondes parce qu'avoir des invitations comme ça, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de représentation. Il faut aller parler à toutes les tables rondes. Et quand les gens commencent à t'ouvrir leurs espaces de discussion, très souvent, tu vois, on attend de toi à ce que tu sois d'une manière. Et c'est là où il y a les biais ratios qui rentrent en jeu. C'est que oui, tu peux lutter, mais par contre, ne lutte pas trop fort et ne nous agresse pas dans ta lutte. Même si tu ne viens pas en étant agressive, hein. Mais le ton que j'emploie, toi et moi, on sait comment on parle entre nous. Voilà. On a une manière de... tu vois... On est passionné. Mais même la manière dont on prononce les mots, tu vois, on a tendance à appuyer sur des mots, les D, les P et tout ça. Tu sais, parfois, quand tu parles, nous, on sait, c'est comme ça qu'on parle. Mais pour les gens, c'est... Tu es trop. Alors que... On est dans l'urgence, en fait. On est malade, les gens meurent, les gens ne savent même pas parfois de quoi ils meurent, les enfants naissent avec tellement de problèmes, les femmes enceintes donnent naissance à des enfants qui ont déjà du chlordécone dans le sang, et il y en a pas mal de femmes qui n'arrivent même pas à avoir d'enfants à cause de ça, ou elles subissent des fausses couches à répétition. C'est traumatisant. Et on comprend pas qu'à la période du Covid, ils veulent pas se faire vacciner. Non, mais par contre, on nous traite de on fait du vaudouisme, mais parce que c'est pour ça qu'on veut pas. Bref, tous les biais racistes qui existent. Et donc, on arrive à cette deuxième marche qu'on fait pour accompagner une cagnotte qu'on supporte pour les ouvriers agricoles. On arrive au festival, on est accueillis d'une manière. Genre, c'est comme si, en fait, mais qu'est-ce que vous faites là ? On ne sait pas. Et tu sais, dans l'attente, on dit qu'on est intervenant. Au lieu de nous dire, vous êtes intervenant, on va aller à la table des intervenants et puis on va voir où est-ce qu'on peut vous installer, tout ça. On leur explique, écoutez, nous, on a fait le détour, on a fait une marche, on a fait le détour pour venir. On a été programmé à telle table ronde. On leur donne toutes les informations. On est encore à l'entrée à l'accueil. Il fait chaud. Des camarades qui ont les chiens, parce que nos chiens sont avec nous cette année, il y avait 2 camarades qui nous ont rejoints qui étaient en camion pour le matériel logistique qui était très lourd.
Il nous attend dans la chaleur pendant 2h30 parce qu'on ne sait pas quoi faire de nous. Et nous, on nous attend alors qu'on a les jambes en feu. Avec Chacha, on a marché, on a soif. Pas un verre d'eau. Pas venez vous mettre à l'ombre. Venez, on va à la table des intervenants pour voir comment on peut s'organiser. On nous attend. Et puis après, quelqu'un vient. Donc, on va dans le bureau de l'organisation. C'est sous une toile de tente. Les gens sont assis derrière leur bureau, derrière leur ordinateur. Tu sais même pas, asseyez-vous, est-ce que vous voulez un verre d'eau Non, les gens sont assis, on est debout, on attend des enfants. Oui, on sait pas, on va voir comment on fait. Tu sais, cet accueil-là, où, pour moi, déjà, ça, c'est un problème. On te dit qu'on est intervenant, Coco, on a marché, on a mal aux jambes. Même si tu sais pas encore et que peut-être il n'y a pas eu de bon relais, la moindre des choses d'hospitalité, c'est que tu donnes à la personne un verre d'eau, assieds-toi, prends un verre d'eau, t'as marché, prends un verre d'eau. Ne serait-ce que ça. On attend. Après, finalement, c'est bon, c'est réglé, vous pouvez vous installer. Donc, du coup, on leur demande où est-ce qu'on installe nos camions. Parce qu'on avait vu que juste derrière, ils avaient leur gros parking pour les organisateurs et intervenants. Donc, on leur demande, étant donné qu'on va souvent faire des allers-retours parce qu'on peut pas, on avait compris qu'on ne pouvait pas laisser les chiens courir dans le festival, quoique même ça, d'autres personnes qui avaient leurs chiens avaient le droit de laisser les chiens sans laisse. Mais non, pas les... Voilà. Donc, on sait déjà qu'il y a des règles. On sait très bien comment, dans ces milieux-là, on est accueilli, comment il faut faire attention. Non pas qu'on va se minimiser, mais on nous fait comprendre qu'il y a des règles et tu fermes ta bouche, quoi. Tu suis et voilà. Donc, on se dit, pour pas déranger avec nos chiens, pas que les chiens courent partout, est-ce qu'on peut avoir accès? Comme ça, nous, on laisse dans le camion le soir. Et puis, quand on fait des allers-retours pour aller manger, au moins, on n'est pas très loin. On peut aller voir s'ils vont bien, donner à boire et tout ça. Parce qu'à la base, les parkings qu'ils nous proposaient étaient à l'autre bout du festival. On est intervenant, on ne va pas faire à chaque fois des allers-retours, nos chiens sont dans le camion, on ne peut pas faire ça. Vous avez de la place sur le parking à Orga, laissez-nous de la place. On a juste un petit camion, en fait. Et il y avait de la place, en plus, qu'il n'y avait pas de place, il y avait de la place. Toute une histoire pour enfin nous délivrer un sésame. Oui, vous pouvez vous installer sur le parking des intervenants. Installer sur le parking des intervenants avec le sésame, on nous rappelle encore à l'ordre. Oui, il ne faut pas se rincer les pieds par-ci. Alors qu'on s'est rincé les pieds avec de l'eau sans savon. Parce qu'on sait que le terrain est un terrain biologique. On évite de mettre des matières qui pourraient contaminer le terrain. On est bien placé pour le savoir. On parle de chlordécone. Après, nous, on n'est pas vegan, d'accord ? Donc, on avait de la viande parce qu'on marche. Donc, on devait faire cuire la viande parce qu'on marche. Ouais. On leur demande d'emprunter leur barbecue pour pas prendre notre popote. Pour manger votre viande toute seule. Voilà, pour manger notre viande. On avait fait un petit poulet, en plus un petit poulet épicé là avec, tu connais les épices de la maison, donc là t'es bon quoi. Ouais. Donc on demande si on peut, pour pas perdre les denrées, parce qu'à la base, le détour qu'on a fait, c'était vraiment pour honorer notre table ronde. On nous a invités gracieusement, on va pas dire aux gens, oui et non, c'est malhonnête. Donc, mais pour pas perdre ces denrées-là, on a demandé ce qu'on voulait faire cuire. Ça fait déjà un jour elles étaient là, elles allaient passer, elles allaient perdues. On nous engueule pour dire non, on ne peut pas utiliser, c'est un barbecue vegan et tout ça. Pas de problème, on respecte, pas de souci. On a une popote. Et mon Chacha était ancien pompier de Paris, donc il sait très bien gérer tout ça. On fait attention, on installe la popote, on fait cuire. Chacha, c'est comme le Chacha qu'on mangeait à l'école. Ah ouais, ça s'écrit pareil. Et il était, et on faisait attention. Les gens passent à côté de nous, ne viennent pas nous voir directement, appellent la sécurité pour nous dire oui, vous ne pouvez pas faire cuire vos trucs là, c'est dangereux, ça pourrait prendre feu. Et Chacha qui leur dit, mais je suis pompier de Paris, donc je sais ce que je fais. C'est pas... Et puis on a demandé pour le barbecue, on nous a dit non, donc on respecte vos règles, mais là, on ne peut pas perdre la viande comme ça. Pour après nous dire, faites attention, hein. Tu sais, il y a toujours un truc à nous dire. À un moment, on met un peu de musique parce qu'on s'ambiance un peu quand même, il faut. Hein, voilà. Donc voilà. Chacha, il est avec une antillaise. Donc, mon cher. Chata, il connaît. La musique, le poulet épicé. Non, mais il connaît bien. Après, il est algérien aussi, donc il connaissait déjà avant moi, tu vois. Mais... on met un peu de son. On a une petite console là, on met un peu de son. Une petite truc portable là, une pile portable là. On met un peu de son. En fait, on prépare nos campements, donc on met un peu de son pour préparer le campement. Tu sais très bien, quand on fait le ménage, quand on range, on met la musique. Donc, c'est même pas un débat. Et il y a un mec qui sort de sa tente énervé en nous parlant « Oui, j'ai besoin de dormir. Moi, à côté, après, je vais faire ci, je dois travailler dans ça. » Alors que le gars était garé à côté des enceintes même du festival qui jouait de la musique techno. Donc, il a toi, la tu musique as mis quoi comme musique? Bouillon Chata. C'est pas pareil. Il y a des musiques au-dessus d'autres. Voilà, c'est ça. Mais tu sais, j'ai même pas mis ça fort parce que je me dis, on met ça dans le petit truc, les gens n'ont pas besoin d'eux. Et puis, comme il y avait déjà la sono à côté, en soi, le gars était déjà dans la musique, en fait. Encore appel à l'ordre. André d'Ultramarin Doubout, qui était avec nous, qui, je sais plus ce qu'il faisait, pas un truc grave, hein. Et puis, on vient lui parler comme un enfant. Le monsieur a 50 ans.
Enfin, tu vois, c'est plein de petits trucs comme ça. Et ça a été comme ça, même juste avant, même le lendemain, qu'on prenne la table ronde. Alors, parle-moi de la table ronde. Oh là là. Alors là, c'était le bazar. Ouais. Avant la table ronde, il y a un gars qui se prénomme Black, mais qui n'est pas Black, hein, d'accord, qui se prénomme Black, de la sécurité, qui nous voit avec notre camion. Et je le sens arriver vers nous. Et tu sais, on sent quand c'est pour nous. Quand tu vas te manger un contrôle de police, un contrôle de gendarmerie, ou que les gens vont venir... Contrôle de Black. Un contrôle de Black, exactement. Il arrive vers nous et je dis, vous allez voir, je suis sûre que c'est pour nous dire un truc, même pas un bonjour, c'est pour nous dire un truc désobligeant. Parce que je sais que les gens ne viennent pas nous saluer bizarrement. Ça n'a pas loupé, Keiza. Il arrive et puis il me demande, il me dit, oui, qu'est-ce que vous faites sur mon parking ? Vous n'avez rien à faire sur mon parking. On fait très vite. Oui, d'accord, ok, pas de souci, mais là, on nous a donné autorisation. Le gars m'énerve, je fais, c'est pas possible. Le gars appelle le Tokiwoki, la sécurité, j'ai besoin de renfort. Et sur la table, en fait. Et ben justement, c'est là où ça amène la table. Juste après ça, je vais à la table ronde. Ça, je te raconte ça parce que juste après ça, je vais à la table ronde. Donc j'arrive, je suis en pleurs parce que le gars m'a fait paniquer. Le gars me parle comme si c'était un keuf. On va à la table ronde. Même chose, j'arrive en pleurs déjà à la table ronde en retard. On parle de la table ronde, on parle de nos histoires. Et je leur dis, cette table ronde-là qu'on fait, il faut qu'il y ait un avant-après. Parce qu'à chaque fois, on vient à vos événements. À chaque fois, on espère qu'il y a un changement. Et en fait, il faut que ça change là, vraiment. C'est bien de nous inviter, mais on en a marre d'être des tokens, en gros. Donc, on raconte nos histoires. Je leur fais même faire 1 minute de silence pour qu'on prenne vraiment que c'est solennel ce qui va se passer. On avance, on parle. Et puis, arrivé un moment où, comme d'habitude, des questions qui n'ont rien à voir avec ce qu'on dit. La table s'appelle colonialisme chimique. Et il y a un monsieur qui nous parle et qui nous dit « Oui, mais vous savez, nous aussi, en Hexagone, on souffre. » Et ma collègue lui dit « Mais on sait. Mais là, le sujet, pour une fois que c'est une table ronde qui nous est dédiée, et respectez au moins ça. » Mais non, ça n'a pas loupé. Puis après, on a une question. Un monsieur qui demande comment on fait pour faire cultiver de la patate douce au Pérou. Et c'est là où, là, c'est bon. Là, c'est bon. Là, on a dit, en fait, on nous a parlé, on nous a expliqué nos histoires. La camarade d'Algérie qui a subi les essais nucléaires, il y a encore des répercussions. La camarade du collectif Vietnam Dioxine qui vous parle de l'agent orange avec toutes les répercussions. Nous, on parle du chlordécone parce que j'étais avec une autre fille qui s'appelle Mélo qui a perdu ses 2 parents à cause de cancer. Cancer lié au chlordécone. Donc, on vous raconte ça. On vous dit tout ce que ça fait et les souffrances que ça procure et qu'il n'y a rien qui est fait. Et vous ramenez encore le sujet à ma petite personne, ce qui se passe en Hexagone, comment on fait pour cultiver de la patate douce. On n'est pas les représentants du Sud global, en fait. Et là, on est sortis. J'ai dit, c'est bon, on sort. Moi, je suis sortie. André leur a fait une remontrance en disant que franchement, ce que vous faites là, en gros, c'est vraiment dégueulasse. Et ce qui se passe là chez nous, c'est en votre nom que c'est fait. Et quand vous ne nous écoutez pas, vous faites pleurer les camarades, nous, on n'en peut plus. On vient à vos tables rondes, on se déplace, on est sans cesse rappelé à l'ordre, comme des enfants. Vous nous infantilisez. Vous parlez de décolonial, mais décolonisez vos esprits, en gros. Et là, on quitte. Et là, article, reporter nous dit machin, on nous fait parler, tout ça. Et bizarrement, pourquoi j'en suis venue à là, c'est que c'est à ce moment-là où la cagnotte, elle a explosé. Parce que les gens ont vu les injustices. Ouais. En tout cas, Lilith, je suis vraiment ravie que tu viennes nous raconter toute cette histoire. Parce que en fait, en même temps, tu vois, c'est une histoire difficile, mais c'est une histoire qui nous a permis de raconter cette histoire du chlordécone. Et encore, merci à toi d'être venue merci beaucoup me m'avoir raconter invité. cette histoire et à Tikosé. Merci beaucoup, Keiza, et merci à Tikosé de nous avoir invités aussi. D'accord. On est ravis. Merci de nous avoir suivis et je vous retrouve pour un prochain Tikosé, pour une très belle conversation avec une très belle personne. Au revoir.